Bonjour Luc, Bonjour bienvenue à la galerie Pierre-François Ouellette Art contemporain à Montréal. C'est vraiment un honneur pour moi de t'offrir dans ce contexte de pandémie la possibilité quand même de présenter au-delà de l'exposition des œuvres inédites en ligne que nous avons fait, cette exposition physique dans mon espace. Puisque, disons-le, c'est plus agréable de se retrouver ensemble dans une galerie. Exact. Bon, voilà. Et de voir des objets. Ouais. Alors donc, au-delà des œuvres que tu as retrouvées dans des archives et dont tu as produit des photos dans le cadre du journal Panoscopique, eh bien, tu m'as fait la surprise. Alors, je voudrais qu'on aille voir ton exposition. D'accord. C'est dans la deuxième galerie, la petite galerie de l'espace. Mais tu as vraiment réussi à nous présenter un éventail assez extraordinaire de ton travail. Luc, tout en gardant les distances, je vais t'inviter qu'on puisse voir ton visage là, et qu'on puisse se parler On est à plus de 2 mètres. Tout on à respecte fait. les consignes. Alors, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir ici et d'être avec toi dans la ce galerie. magnifique lieu. Oui. Bienvenue, Luc. C'est comme si on était à la maison, en fait, ici. C'est bien que tu nous accueilles. Écoute, oui, merci. On avait décidé, au fond, de prolonger l'exposition en ligne en présentant des œuvres physiques qui sont ici sur le mur. Ce sont des œuvres soit inédites, qui ont été produites il y a quelques années, ou des nouvelles œuvres, comme ces deux-là, par exemple, ici sont nouvelles. Celles-là n'ont jamais été montrées, mais elles datent de, je pense, 2018 et 2019. Et même celle-ci de, je crois, 2013 ou 2014 au musée de Georges Pompidou à Paris. Mais ceci dit, je me suis dit, ça serait intéressant quand même de voir comment ces photos-là, qui étaient comme des artefacts, en fait, de mon panoscope. Tu vois, si on regarde, par exemple, ici, j'avais fait ça pour montrer plutôt un petit objet, parce que le panoscope lui-même, au fond, c'est un gros truc. Hein? C'est fait pour accueillir 3, 4, 5 personnes en même temps, de les mettre en immersion. Alors, j'en ai fait une grande version, une plus petite version ici. Mais dans le contexte d'une exposition en galerie, j'ai voulu faire ces deux petites œuvres-là ici pour montrer comment, à quoi servaient ces images-là. Donc, c'est des images qui sont produites optiquement, des anamorphoses optiques, qui sont pré-distorsionnées pour que, projetées à l'intérieur d'un demi-dôme, on voit l'image soit parfaitement normale. Et ce qu'on a ici, c'est une photo qui a été prise dans la forêt de l'île Saint-Pierre, en Suisse, où Jean-Jacques Rousseau a été le plus heureux dans sa vie. Il était pourchassé à cause de ses écrits, mais là, il a trouvé le bonheur. Puis je trouvais ça intéressant de connecter Rousseau avec le rapport à la nature au 18e siècle, avec mon rapport à la nature, qui est plus comme celle-ci ici, au 20e siècle, où on est dans un monde qui est de plus en plus médiatisé par l'informatique. Et moi, qui n'ai pas hésité, au fond, à travailler avec l'informatique, avec la technologie, c'était une façon d'assumer un peu la transfert. Je me suis toujours intéressé à l'histoire, mais là, c'était pour mesurer la distance entre la nature de Rousseau et la nouvelle nature qui s'offre à nous avec les arts numériques aujourd'hui. Alors, j'appelle ça un petit disque qui s'appelle posture. Il y a une dimension historique à l'œuvre, mais en même temps, c'était un petit truc pédagogique pour expliquer à quoi servent ces images plates. Parce qu'ici, tu vois, on les tourne comme ça. On peut les voir dans leur ensemble, mais on peut aussi les regarder comme si on tournait autour de soi-même dans l'espace d'exposition. Donc ici, on est au Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa. Ça, c'est une exposition des œuvres de Joseph Beuys. Et la lueur rouge ici, c'est une œuvre de Sol LeWitt dont la lumière apparaît. Et en s'approchant de l'œuvre de Sol LeWitt, on entre dans un espace rouge. Donc, c'est des expériences que j'aimais faire comme ça. Excuse-moi, je ne veux pas te contredire, mais je crois que c'est Dan Flavin. Ah, pardon! Dan Flavin, oui, pardon. L'artiste qui travaille avec les tubes fluorescents. Oui, tu fais bien de me corriger. Donc, alors c'est pour montrer comment, au fond, ces images-là, projetées dans mon petit dispositif, redeviendraient normales comme si on était debout au milieu de cet espace. Donc ici, le point qu'on tourne, c'est nous qui tournons sur soi-même dans l'espace d'exposition. Puis là, tout à coup, j'ai vu l'espace, on avait, bon, ces œuvres-là, mais il y avait encore de l'espace. Je me suis dit, un peu dans l'esprit de cabinet de curiosité, on pourrait sortir des œuvres qui montrent une démarche, cette fois-là, sur 40 ans, presque 40 ans, depuis 1982, où j'ai fait ce dessin ici, et ensuite ce costume, qui montre toute un peu la genèse du travail. Alors, cette période de 82
à 80, à 2000, c'est un peu la genèse qui a mené à ce travail-là. Alors, mais tu sais, c'est des liens que j'ai pu faire ici que je n'avais pas fait avant. Par exemple, ce costume-là à l'épreuve de la lumière que j'ai conçu pour mon corps, pour une performance vidéo en 83, il est très semblable au dessin qui exprimait pour moi la nouvelle posture du sujet moderne dans l'espace 3D. Puis je m'inspirais un peu de Léonard de Vinci qui avait fait, à partir du traité d'architecture de Vitruve, au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui avait fait l'homme de Vitruve. Parce que l'homme de Vitruve, c'est un homme dont l'échelle est en rapport avec l'architecture. Donc, je me disais, la nouvelle architecture, le nouvel espace mérite qu'on repense à l'homme de Vitruve. Alors, ça n'a pas rapport sur le plan conceptuel, mais ça en a un visuel. Les mettre côte à côte, on voit ça. Ensuite, ça, c'est une œuvre beaucoup plus tard, c'est 2007, je crois, j'appelle ça l'origine du monde après Courbet. Alors, c'est une œuvre très sexuelle, mais c'est très, en même temps, très, très abstrait, dans le sens que mon panoscope, au fond, c'est une matrice qui est pénétrée par un geste, c'est-à-dire une verticalité, c'est-à-dire une présence au monde. Alors ça, c'est très froid d'une certaine manière, mais le sujet est très chaud. Mais tu vois, ça, encore là, je peux faire le lien avec ça. Alors voilà, ça c'est ça. Après ça, j'avais expliqué ça. Ici, ces images-là, c'est juste pour pointer vers des œuvres qu'on ne peut pas présenter ici, mais qui existent, mais qui sont en lien avec ça. Puis si on vient jusqu'à ça ici, ça c'est 2004. Je vais le manipuler, puis je pense que les gens auront des gants pour le voir. Alors, quand j'ai réfléchi sur le rapport de l'humain à l'espace, pour moi, la chose la plus importante dans la définition de l'espace, c'est la lumière. S'il fait noir, on a un rapport à l'espace qui est extrêmement différent d'un espace qui est clair. Puis je me suis mis à associer la lumière avec le temps. Donc ici, dans cet objet très miroir, tout ce qu'on voit là-dedans, c'est le passé. Moi, je suis très proche dans le passé parce que je suis collé dessus. Mais si on regardait une étoile, elle serait des millions d'années-lumière. Donc pour moi, tout ce qui est visible appartient au passé et tout ce qui est à l'intérieur et le futur. Donc, à l'intérieur, on est dans le futur, on est dans un espace qui n'a pas encore été pénétré par la lumière, donc un espace de l'imaginaire. Donc, c'est un petit objet pour moi. J'aime ça réfléchir, au fond, et puis formaliser les réflexions. Puis pour moi, cette œuvre-là est importante parce qu'elle formalise d'une certaine manière toute une réflexion qui est exprimée dans le texte qui est sur le piédestal ici. Et puis, bon, de la sphère, comme ça, on arrive ici, tu vois, ça, c'est un travail qui date de 2004. Ici, on est en 2020-2021. Donc, c'est une œuvre qui s'appelle Ontologie éphémère, qui est une suite de New Paradis, qui est une espèce d'engin pour mélanger des contenus. Donc, on a un corpus de travail, mais dont la présentation est éphémère. Alors moi, comme ancien muséographe, j'adore cette idée que dans un espace virtuel, on ne soit pas pris pour mettre quelque chose sur le mur pour toujours. On peut toujours changer les choses et c'est des algorithmes qui créent l'espace dans lequel on se déplace, mais à partir du même corpus. Alors, ces deux images-là ici, c'est le même corpus. Là, ici, on est à l'intérieur d'un des éléments ici. Et tout à coup, on s'en éloigne et on voit de loin que ça crée un nouvel objet. Donc, la question d'échelle que la réalité virtuelle nous offre. Mais la réalité virtuelle, c'est difficile à présenter. Comme tu sais, dans une galerie, on a déjà présenté des projets. C'est pour ça que je trouve ça important de prendre ces projets exploratoires et d'arriver à des objets comme ça ou à des photos comme ça, qui sont des produits de cette recherche-là, mais qui sont plus faciles à présenter et à amener chez soi. Tu parlais de facile à présenter, mais il y a aussi un élément invisible ici qui, par la magie des nouvelles technologies, émerge dans l'espace. Tu nous as présenté l'échelle de Vitruve de différentes façons, ouais. Mais ici aussi, il y a une autre présence. C'est vrai, c'est vrai. Alors, cette marque au mur, marque au plancher, c'est un marqueur physique. Alors, on est encore au balbutiement de cette nouvelle espace de monstration. Tu sais, moi, j'aime beaucoup dire, il y a eu le White Cube, inventé par les artistes du 20e siècle, Marcel Duchamp, Yves Klein et tous ces gens-là. Puis on dit que le White Cube a fait l'art du 20e siècle.
Nous, dans ma génération, on était plus avec des projecteurs, les arts numériques, les arts multimédia. C'était le black box. Tu sais, tout à coup, il y avait le black box et le black box, c'était notre zone de confort. Mais là, il y a un autre espace qui s'ouvre et c'est un espace plus virtuel, plus immatériel. Les technologies pour le faire apparaître sont encore nouvelles, mais si, par exemple, avec mon téléphone ou mon iPad, je reconnais cette marque, je fais apparaître ici un objet physique qui est dans la, je peux tourner autour, il est là, il est immense, il n'est pas matériel, mais il est quand même très présent à nous parce qu'on en ferait le tour. Tu sais. Puis ça, je trouve ça formidable parce qu'un des problèmes des artistes, c'est la gestion des inventaires et des galeristes. Alors là, c'est une pièce qui mesure 4 mètres sur 4 mètres sur 4 mètres et qui peut être stockée sur une petite clé USB. Donc, c'est une pièce gigantesque qui ne pose pas de problème d'entreposage. Alors, par la magie des montages vidéo, on va inclure une petite photo, comme ça on va pouvoir voir justement ton œuvre dans l'espace. Je crois que c'est une photo qu'on avait prise quand elle avait été présentée la première fois en 2018 dans la première salle de la galerie. Et en 2018, c'était assez nouveau, c'est-à-dire la réalité virtuelle, la réalité augmentée. On dirait que ça a peut-être 5 ans. En fait, le concept est plus vieux que ça, mais son implémentation, son introduction pratique là, avec les appareils et tout ça, c'est quelques années seulement. Donc, on est au début d'un nouvel espace de démonstration qui va nous amener ailleurs. Mais moi, je présente là-dedans, ma croix, c'est la même que celle-ci. C'est mon échelle de Vitruve, c'est-à-dire c'est où je suis dans un monde 3D ouvert dans toutes les directions. Luc, je sais que quand je l'ai présenté la première fois, les gens trouvaient ça spectaculaire, qu'ils pouvaient quand même, grâce à la magie des iPhones ou des iPads, se photographier avec une œuvre immatérielle. Donc, il y a quand même une présence qu'on peut capter de cette œuvre-là par les nouvelles technologies. Je suis curieux de savoir, toi qui as plus de 40 ans d'exploration dans ce milieu de l'art technologique, qu'est-ce qui t'attend? Sur quoi tu te penches maintenant? Qu'est-ce que te réserve l'avenir? Écoute, le meilleur est à venir. J'ai rien fait encore. Là. C'est fou ce qui va se passer. Dans ma tête, en fait, j'ai plein de projets, plein d'idées. Puis c'est toujours le prochain projet qui est le plus intéressant. Puis on se sert du dernier projet ou de ce qu'on a fait. C'est j'aurais aimé que ça fasse ça plutôt que ça pour asseoir le prochain projet. D'ailleurs, c'est un petit truc dont je t'ai présenté un avant-projet. Je suis en train d'écrire ce que j'appelle une monographie rétrospective, où je pars d'une œuvre, puis je raconte le contexte, comme un moment dans une démarche qui traverse 40 ou 50 ans. Je raconte comment cette œuvre-là est apparue dans l'espace public. Puis, alors, il y a des anecdotes, il y a des technologies tout à coup qui apparaissent et tout ça. Et puis, c'est une démarche sur 50 ans. Et donc, c'est 20 moments. Mais il va en avoir encore des moments comme ça. Donc, pour moi, ça va jusqu'à mon dernier souffle. Il va y avoir des moments que j'espère avoir assez d'énergie, de mémoire pour décrire. Puis je trouve que ce petit livre-là, pour moi, les œuvres sont importantes, mais les œuvres sont éphémères. On ne réalise pas à quel point les œuvres sont éphémères. Par contre, l'expérience qu'on acquiert et les récits qu'on peut en faire sous forme écrite, ça, c'est durable. Alors, je trouve ça extraordinaire et je vais inviter les gens à vivre l'expérience, mais aussi, grâce à la magie de l'Internet, on va diffuser cette vidéo et on va faire un lien sur ton site Internet qui est interactif et qui va aussi permettre aux gens de vivre l'expérience de certaines de tes œuvres par les vidéos que tu as affichées sur ton site. Luc, merci beaucoup. Merci à toi, Père François, et bienvenue dans l'expo.